Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour, dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné ce BADA, ce supplément, sous la forme d'un entretien avec Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, bonjour. Bonjour. Le point de départ de l'invitation que je vous ai lancée et que je vous remercie d'avoir accepté, c'est la publication aux éditions Alary, sous votre signature, d'un livre intitulé « La danse, philosophie du corps en mouvement ». Mais avant de parler de ce livre, et avant de parler de la danse, et avant de parler de ce que c'est que l'approche de la danse par un philosophe, pas seulement de la danse d'ailleurs, mais plus particulièrement d'une danseuse, et en l'occurrence d'une danseuse étoile, vous êtes le patron de Philosophie Magazine, dont un des rédacteurs en chef, Michel Elchaninov, vient de plus en plus souvent s'asseoir autour de cette table pour l'autre partie de notre activité, c'est-à-dire celle qui commente l'actualité. Philosophie Magazine, c'est un mensuel et c'est une lettre d'information quotidienne, enfin pas tout à fait quotidienne, je crois que le dimanche vous vous reposez, mais sinon elle est quotidienne et il est très facile de s'y abonner. On peut s'y abonner en 2 fois. Une première fois pour ne profiter que du premier article, de l'article de tête, qui celui-là est gratuit. Puis si on juge qu'on en veut davantage, on peut s'abonner pour un tarif raisonnable. J'avoue que je suis lecteur de Philosophie Magazine et abonné de cette lettre quotidienne et que vous réussissez, vous et l'ensemble de la rédaction, les permanents et les pigistes, vous réussissez à donner très régulièrement de l'actualité une vue décalée, intéressante et utile. Comment est-ce que, d'abord, à l'origine, Philosophie Magazine a été conçue et comment est-ce que cette lettre quotidienne est arrivée dans Philosophie Magazine, dans le projet ? Alors, la ligne éditoriale a été définie dès le départ, en 2005, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet avec le directeur de la publication, Fabrice Guerchel. Un mot sur le mot patron, c'est-à-dire que dans la presse, il y a un dédoublement des directions. Le directeur de la publication, c'est le chef de l'entreprise, souvent un actionnaire, c'est Fabrice Guerchel. Et il y a un directeur de la rédaction, c'est moi, qui qui est en charge des contenus, en particulier des contenus du mensuel. Et la ligne directrice qu'on a conçue consistait à se dire qu'on n'allait pas faire un magazine sur la philosophie. Autrement dit, qu'on n'allait pas mettre en couverture des portraits de philosophes du passé ou du présent, ce qu'on peut faire par ailleurs pour des hors-séries. Dans le mensuel, ce qu'on essaye de faire, c'est porter un regard philosophique sur l'actualité. Donc c'est un usage de la philosophie comme d'une méthode, comme d'un moyen d'éclairer le monde et le présent de nos vies, au sens le plus large du terme. L'intérêt de cette ligne éditoriale, c'est que les objets de la philosophie sont extraordinairement variés. On peut écrire sur le cinéma, sur une élection présidentielle, sur une guerre. En fait, il n'y a pas tellement de restrictions en termes d'objets de la philosophie, donc le magazine peut être aussi varié que n'importe quel magazine d'actualité. Mais on veille à ce que dans tous les formats journalistiques, enfin, on les a revisités, en fait, les formats. C'est-à-dire que le portrait ou l'enquête doivent devenir des portraits ou des enquêtes philosophiques. Ce qui nous a plongé dans des abysses de doute et de réflexion. Mais petit à petit, on a mis au point nos propres codes d'écriture qui sont assez différents de ceux des écoles de journalisme. L'autre question, l'histoire de la newsletter, c'est une histoire qui est vraiment assez belle, je crois, parce qu'elle est liée à un moment très particulier dans l'histoire du journal. Quand la pandémie s'est répandue, je suis parti, enfin les vacances, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les vacances avaient été avancées, les vacances scolaires, et je suis parti avec ma femme et mes enfants, les mettre à la campagne, dans l'idée de revenir à Paris. J'ai un coup de fil, on est vraiment à la veille du confinement, j'ai un coup de fil du directeur de la publication, donc, qui me dit, voilà, écoute Alexandre, tu es où ? Je suis à la campagne, j'ai mis les enfants là-bas, mon épouse. Il me dit, ne reviens pas, je ne vais pas ouvrir les bureaux demain, j'ai l'impression qu'on va être confinés. Est-ce que tu as de la connexion ? Je dis oui, j'ai un port externe de connexion. Il dit alors voilà, écoute Alexandre, je maintiens vos salaires.
Je dis: «Comment ça?» Il dit: «Je crois qu'on va pas pouvoir travailler. Je sais pas si les kiosques vont ouvrir. Je sais pas si on pourra imprimer notre numéro, mais je maintiens vos salaires». Et donc arrive la conférence de rédaction du début de semaine. J'explique que notre directeur de la publication maintient nos salaires et je dis: «Écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va faire notre travail. Donc on va faire du journalisme et comment on peut le faire?» Et on a créé en une journée la newsletter quotidienne. La première, enfin, c'est-à-dire c'était la journée, je voudrais pas dire de bêtises, peut-être le 21 mars, c'est ça? C'était la journée en fait, juste, le lendemain, c'était le mardi, juste le lendemain de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron. On a eu un long entretien avec Marcel Gauchet qui commentait le discours «Nous sommes en guerre», et puis d'autres éléments, et on a fait de cette newsletter un laboratoire de réflexion sur la pandémie, à la fois, en termes médicaux, dans l'épistémologie de la question des vaccins, mais aussi en termes sociétaux, culturels. Et très vite, cette newsletter a eu 40-45 000 abonnés. Elle nous a permis de travailler, elle a créé une fantastique émulation dans l'équipe. Les gens étaient complètement dispersés, à la fois en France et dans le monde d'ailleurs, si on pense aux pigistes, aux journalistes. On a mis au point un système d'édito tournant, c'est-à-dire, c'était plus moi qui faisais l'édito, comme c'est le cas dans le mensuel, mais tout le monde faisait un édito, absolument tout le monde. Les secrétaires de rédaction, les stagiaires, tout le monde, et racontait son confinement. Et ça a créé un lien de proximité avec les lecteurs qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Oui, en tout cas, comme vous le dites, ça vous a donné sur le tas, de manière pragmatique, un autre langage, un tout autre langage que le langage qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, et je pense que c'est aussi un des éléments qui attache à cette lettre d'information quotidienne, et qui donne envie d'aller y chercher le regard que ceux qui écrivent ce jour-là proposent. Vous êtes philosophe vous-même, je veux dire, vous êtes estampillé philosophe, vous avez fait toutes les démarches scolaires et universitaires nécessaires pour l'être. L'expression de votre métier, de votre vocation à travers la presse, ici la presse spécialisée, avec la lettre d'information, une presse plus généraliste, est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas regardé avec suspicion pendant la période où vous faisiez vos études, ou est-ce que vous avez pu y entrer de plein pied? Alors moi, je suis entré dans un métier qui est en rapport avec la philosophie par la bande, si j'ose dire. C'est-à-dire que ma pratique depuis l'enfance, c'est une pratique d'écriture. J'ai publié assez jeune mon premier roman, à l'âge de 22 ans. Et comme j'écrivais quotidiennement, j'ai senti qu'avec le français, qui est une langue un peu abstraite, j'étais embarrassé de beaucoup de termes. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie pour savoir si je devais employer le mot conscience ou le mot esprit, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que je dois dire joie, gaieté? La philosophie permet de comprendre l'histoire des concepts qui sont derrière les mots. Et en fait, étudier la philosophie, pour moi, au départ, ça a été une opération de clarification de l'usage du langage. J'avais l'impression, sinon, d'essayer de jouer une guitare avec 3 cordes. C'est-à-dire, vous voulez employer le mot affect ou émotion, et en fait, vous ne savez pas quelle est l'histoire de ces mots, mais comment faire? Alors, ça me paraissait extraordinairement difficile, surtout avec la langue française qui, au contraire de l'anglais, par exemple, a une grande partie de son vocabulaire qui est liée à l'histoire des idées. Et donc, je n'ai jamais pensé, dans ma jeunesse, faire de la philosophie un métier. Je me destinais à écrire des romans, peut-être à faire du journalisme, mais en fait, après mes études, je suis parti vivre à la campagne. Je ne pensais pas du tout, je ne pensais pas du tout vivre de la philosophie. Je me destinais pas à l'enseignement en lycée. Et en fait, la proposition de créer Philosophie Magazine m'est un peu tombée dessus. Enfin, elle est arrivée, voilà, j'écrivais des piges pour d'autres journaux et on m'a proposé de le faire. Voilà, donc je m'y suis mis. J'avais commencé à écrire des essais. Mais moi, c'est vraiment une démarche d'écriture. Donc, je n'avais pas de carrière académique à lâcher. C'est-à-dire le frein, je pense qu'aurait pu éprouver quelqu'un du sérail, je veux dire, qui aurait fait un normalien, qui aurait fait l'agrégation et qui commencerait une carrière d'universitaire, c'est en fait que c'est un peu comme
abjurer sa religion, quoi. C'est-à-dire rentrer dans le journalisme, abandonner les codes de l'écriture académique, les notes de bas de page, les bibliographies très fournies, très complètes, pratiquer une philosophie au contact des battements de cœur de l'actualité, essayer de faire des portraits, des enquêtes de terrain. Tout ça pour quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui est un peu formaté par ses études, c'est complètement aberrant. La liberté de ton aussi que ça suppose, c'est-à-dire que dans Philosophie Magazine, beaucoup de journalistes s'expriment en leur nom propre. Il y a des écritures à la première personne du singulier dans le journal. Et ça, c'est un tabou académique. Donc, moi, j'avais rien de tout ça à laisser derrière moi. C'est-à-dire que, au fond, j'avais une pratique d'écriture qui était une pratique, on va dire, liée à la narration. Je suis passionné par les formes. L'une des choses qui m'a le plus intéressé dans cette aventure, c'est vraiment la mise au point des formats du journal. Ça peut paraître bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ce que je vous disais tout à l'heure? Tiens, ce sera quoi un édito dans un magazine de philosophie? À quoi ça devrait ressembler? La réponse que j'ai trouvée, c'est que ça ressemble à un fragment de vie qui est un tremplin pour la réflexion. Mais si vous voulez, à chaque fois, j'ai dû me poser ce type de questions. Ça m'a vraiment passionné. C'est comme une écriture à contrainte. Donc, je suis rentré un peu par la forme, en fait, étrangement, dans cette aventure. Et de fait, on voit bien, notamment à travers l'édito de la lettre quotidienne, que ce mélange de récits à la première personne et de références, quelquefois d'ailleurs, ou même le plus souvent, enrichi de citations, non pas de ces citations qui sont souvent les citations qu'il y a dans les journaux, c'est-à-dire un peu brèves et qui et qu'on trouvait, mais de citations suffisamment copieuses pour être identifiables et pour contribuer à la réflexion, enrichissent beaucoup cette lettre d'information. Alexandre Lacroix, nous avons parlé de Philosophie Magazine et je vous en remercie. Je vous propose que, dans un deuxième temps, nous nous intéressions au livre que vous publiez sur la danse.